c'est bien dans le bassin, c'est pas sur les plages extérieures et les gradins. Ah, c'est partout. Bien sûr. Comment voulez-vous qu'il y ait une surveillance constante du bassin si en plus il faut regarder tous les... Comment je comprends pas. Non mais attendez, il y a une victime. Elle a glissé dans le gradin. Non, ouais. Oui, non mais moi je parle par exemple... C'est pas le maître nageur qui est chargé de surveiller la baignade qui va être tenu responsable d'une glissade survenue dans les gradins, par hypothèse. Non, c'était juste ça. Il va y avoir, alors, il faudra examiner bien entendu pourquoi il a glissé, est-ce que c'est fou, est-ce que ceci et cela, mais s'il peut être imputé à quelqu'un, alors, au maître nageur, vraisemblablement pas, mais peut-être au chef d'établissement, qui effectivement n'a pas pris les dispositions nécessaires, et vous avez raison, pour assumer l'obligation de sécurité dans le cadre contractuel, puisque moi j'ai pris mon billet pour voir le spectacle. Je n'ai pas pris mon billet pour glisser dans les escaliers, bien entendu. Donc si je glisse dans les escaliers, sauf si c'est de ma faute, parce que je faisais faux, mais si c'est pas de ma faute, il va falloir que quelqu'un me dédommage. Ça ne sera pas le maître nageur, sûr. Vraisemblablement le chef d'établissement qui n'aura pas pris les mesures. S'il intervenait pour faire la discipline dans les gradins, qu'il y avait un accident dans les bassins, ça reviendrait sur la faute du maître nageur qui n'était pas en surveillance sur ces bassins. Ah bah, aussi vrai que 2 et 2 font 3,5. Je dis attendez, j'en ai 4. Allez-y. Non, j'allais vite. On a parlé d'activité à risque, on parle de risque, mais la natation n'est plus une activité à risque, on le sait. Est-ce qu'il y a des conséquences législatives par rapport à ça? Non, il n'y a aucune conséquence. Alors, je vais dire que c'est un miracle. Il y a un miracle au mauvais sens du terme. Effectivement, la natation n'est pas une activité à risque. Bon, moi j'ai toujours considéré qu'il y avait quand même un risque quand on pratiquait la natation, qui n'était pas mince, c'était le risque de noyade. Donc le risque est potentiel. Mais ce problème a été réglé puisqu'effectivement, parmi les activités, la natation n'entre pas dans la catégorie des activités à risque. Par voie de conséquence, les dispositions particulières liées à ces activités-là ne s'appliquent pas, puisque la natation n'est pas dans ce cadre-là. Donc la natation est en dehors de ce champ. C'est clair. Une dernière question au monsieur de la Fédération. J'aimerais savoir vos sources par rapport à l'épilepsie, que l'eau froide déclenche une crise d'épilepsie. Est-ce que j'ai jamais entendu ça de ma vie? La Fédération de l'épilepsie et le livre sur l'épilepsie. Combien de degrés? Vous savez, non? Parce que les piscines sont quand même à un minimum... C'est le choc thermique. C'est le choc thermique entre l'eau chaude et l'eau froide, ou entre la chaleur et l'entraîne l'eau froide. C'est ça qui provoque l'épilepsie. Quand sur un centre aquatique, il y a qui pose la question. D'abord. Quand sur un centre aquatique, par exemple, il y a plusieurs nageurs en surveillance, plusieurs bassins. Comment on détermine l'imputabilité de la responsabilité à un ou plusieurs nageurs par rapport à une faute de surveillance? Oui, vous avez un poste. Vous avez certainement dit, voilà, monsieur votre collègue Laurent, va surveiller ton bassin. S'il est dans un grand bassin pendant les heures où il est surveillé, ça va pas très bien se passer. Voilà, la nécessité d'une fiche de surveillance, une organisation de la surveillance. C'est fondamental. C'est fondamental. Bon, sinon, le juge va y retrouver son compte. À travers l'enquête, il va voir où étaient les gens, l'utilité qu'ils soient à l'endroit où ils se prétendaient être, etc. Bien sûr, mais vous avez intérêt de vous organiser. Alors, si je pose cette question, c'est que sur le Poitiers, au centre aquatique, on a mis en place cette fiche journalière de surveillance, mais elle est contestée. Elle est contestée par les maîtres nageurs parce que c'est trop cadré, trop rigide comme fonctionnement. Mais moi je pense qu'en termes de responsabilité, ça permet justement d'éviter la dilution des responsabilités. C'est vrai que, attendez, diluer la responsabilité, il faut être prudent. C'est pas parce qu'on dilue la responsabilité qu'on va échapper à la responsabilité. S'il y a une personne qui contribue à la réalisation d'un préjudice, c'est cette seule personne-là qui sera condamnée. Mais il peut y en avoir 5 ou 6. Dès lors que les 5 ou 6 auront ou n'auront pas fait ce qu'ils devaient faire, ou s'ils ont par exemple commis une imprudence, une observation des règlements, etc. Mais chacun peut avoir apporté une petite part à la réalisation du préjudice de théorie là-dessus. Donc à la limite, vous pouvez avoir 5 condamnations, pour un noyé, parce que les 5, par leur inobservation des règlements, par leur inattention, par leur imprudence, auront contribué, auront apporté une part
réduite certes, mais une part contributive à l'accident. Alors ça, c'est en général, c'est mal compris, parce que hein, on arrive toujours à la fameuse théorie, c'est pas moi, s'il avait été là, bon, lui il jouait aux cartes, mais moi j'étais pas là, mais s'il n'avait pas joué, il aurait pu surveiller, bah oui, d'accord, mais enfin il n'était pas là quand même. Vous voyez, donc c'est toujours discuté, mais on a l'habitude, ça ne faut pas vous inquiéter, hein, mais bien entendu, hein, ça fait partie des règles de fonctionnement de l'institution judiciaire. Tous ceux qui ont contribué à l'acte préjudiciable, à la noyade, seront condamnés. Pénalement éventuellement, mais en matière civile également. Bien sûr. Hein. L'un, d'ailleurs, allant souvent avec l'autre. Quand il y aura une condamnation pénale, vous pouvez être sûr que derrière, il y a la condamnation civile. Alors, monsieur qui attendait, monsieur. Allez-y, moi j'aimerais savoir, dans la hiérarchie, qui a l'obligation de produire le poste pratiquement. Je vous pose la question. Si c'est en droit ou... En général, vous vous réunissez pour faire le poste, c'est supervisé par l'entrée-guerre et c'est envoyé à la préfecture. Mais en général, c'est tous les surveillants et enseignants qui le font ensemble. C'est ça, c'est le cadre en général. Voilà. Oui, mais il faut quand même que quelqu'un prenne l'initiative. En général, c'est l'exploitant ou le propriétaire ou la collectivité a l'obligation d'assurer la sécurité. Le poste est un des moyens, quoi. Mais donc, souvent, les postes, c'est pareil. Non, mais attendez, il faut que les choses soient claires. Oui, alors, sur ce point, je vais clarifier le débat, moi, ça c'est sûr. Hein, bon. Si le poste est une réalisation communautaire, deux éléments. Premièrement, il est obligatoire. Depuis d'obligation. Donc si c'est obligatoire, déjà, il y a une partie du problème qui est réglée. Le problème maintenant qui se pose, c'est de savoir qui doit prendre l'initiative. Excusez-moi, mais c'est l'employeur de prendre l'initiative, puisqu'il a le pouvoir disciplinaire et autoritaire sur ses salariés. C'est à lui de lancer la dynamique qu'il doit, bien entendu, faire en collaboration avec les maîtres nageurs, etc. C'est évident, et c'est à lui de lancer la chose. Et je vous conseillerais, et ça c'est un conseil tout à fait personnel, faites ce que vous voulez, si votre employeur ne fait rien, ça serait de l'aiguillonner aux fesses pour qu'il fasse le poste. Hein. Bien entendu, là. Il faut faire le poste, hein, parce que c'est obligatoire. Non, mais le poste peut être réduit, en général, il est fait. Oui. Le problème, c'est de le modifier quand c'est nécessaire. Voilà. En fait, moi j'ai vécu deux situations. J'ai demandé, enfin avec mes collègues, on avait demandé à actualiser un poste pendant 8 ans, qui va peut-être être finalisé cette année. Entre-temps, j'ai changé d'établissement, je suis sur un établissement qui va être en rénovation complète, en France en fait. Et donc là, effectivement, évidemment, il y a des discussions avec la branche hiérarchique, et évidemment, s'il y a un maître d'œuvre. Ah mais attendez, qui a le pouvoir d'organiser le fonctionnement du service piscine? C'est pas le maître nageur, c'est l'employeur. Les maîtres nageurs n'ont une obligation de rémunération. À un certain stade hiérarchique, oui, c'est à l'employeur bien sûr de diligencer. Le poste reste un document contractuel, de toute façon, et discuté entre l'équipe. On ne peut pas imposer un poste sans risque. Il est signé par les membres. On a d'autres questions par ici. Donc ma question s'adresse en fait à M. H. Tout à l'heure, j'ai pas eu l'élément de réponse en fait, à la question que je posais, c'est le sujet du poste, je vous explique. Les élus, tant que possible, essayent de réduire effectivement l'exploitation de la piscine et donc de jouer sur le paramètre personnel. Tout à l'heure, l'intervention laissait entendre qu'on pouvait modifier le poste et donc la présence de l'effectif de présence des nageurs en fonction de la fréquentation. Or, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a une obligation contractuelle qui est matérialisée par un coût d'entrée. Oui. Et moi, ma problématique, c'est l'organisation des secours. Ça signifierait qu'on perd en qualité et donc on n'a pas la même prestation. Est-ce que de ce point de vue juridique, c'est tolérable? Voilà. Je vais répondre à votre question par une autre question. Vous allez voir, ça va clarifier le débat. Quand vous allez au cinéma et que la salle est pleine, que vous dites la caissière, excusez-moi monsieur, mais la salle est pleine, il faudra venir à la séance suivante. Bon, et bien là c'est la même chose. Effectivement, ce qui a été exposé tout à l'heure par le monsieur qui est derrière nous est absolument remarquable. La lecture du poste, contrairement à ce qu'on peut croire, la lecture du poste est un instrument de sécurisation des bengales.
Et les outils qui permettent de sécuriser la baignade sont d'abord les moyens de sécurité que l'on peut mettre en place. C'est très clair. Et si effectivement, à un instant T, vous avez le droit de nageur, n'importe quoi, qui vous permettent de surveiller 150 personnes, eh ben, il vous en manquez que 150. Et les autres, ils viennent plus tard. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Ayez toujours en tête mon exemple, un peu caricatural, j'en pense sur la salle de cinéma. Mais cette philosophie, si vous voulez, réglementaire, n'est pas... elle est générale. Vous avez partout, dans tous les établissements, cet établissement peut recevoir 300 personnes, 400 personnes, etc. Les établissements publics. Ce qui veut dire qu'on reviendra à la solution finalement des points, c'est un gars qui limite effectivement la fréquentation. Mais bien restreindre l'effectif, pas l'effectif, oui, restreindre, donc limiter la personnel. Bien entendu. D'accord. Ce qui veut dire que si jamais ça évolue, il faut qu'on fasse évoluer notre poste. Bien entendu, si ça évolue, il va falloir le faire évoluer, mais en l'état actuel, encore une fois, je ne suis pas là pour flatter qui que ce soit, mais ce qui a été dit était d'une parfaite justesse sur l'application du Monsieur, et après on prendra... Alors moi j'ai une question par rapport, vous avez dit que quand les clients payent un ticket, c'est un contrat avec une obligation de sécurité qui se rattache à la loi du 21 juillet 1951 avec obligation de surveillance de la baignade. On est d'accord. Parce que dans mon cas à Royan, la clientèle a témoigné qu'il y avait 9 ans d'absence de surveillance de la baignade. Alors, 9 ans, c'est assez extraordinaire. Alors, est-ce que l'absence de cette prestation de surveillance peut être rattachée à un vol de prestation? Non, je vais vous expliquer. Je vais bien compris le sens de votre question. Bon, effectivement, le droit contractuel pouvait difficilement s'appliquer puisqu'il manquait l'essentiel, le surveillant. Mais bon, je ne suis pas rentré dans le détail, je vous ai dit que l'exposition de la responsabilité, c'est quelque chose de très complexe, il faut rentrer dans le détail. Mais bon, quand il y a une non-exécution contractuelle grave, c'est le cas. Absence totale. Oui. Relevée par la justice. Absolument. Il n'y a pas d'application de contrat. On ne peut pas s'appliquer le contrat puisqu'il manque une des conditions fondamentales de l'exécution du contrat. En l'espèce, c'est la surveillance. Donc, il n'y a pas de contrat. S'il n'y a pas de contrat, qu'est-ce qui va s'appliquer? La responsabilité quasi délictuelle. Est-ce que c'est une faute, à votre avis, ou une négligence, une imprudence de ne pas avoir mis de surveillant, puisque la responsabilité contractuelle ne peut pas s'appliquer? C'est pas grave, il y a j'ai écrit avant l'accident, j'ai écrit à mon employeur, je lui ai rappelé l'obligation de la loi de 21 mai 1950. Vous avez parfaitement bien fait. Ouais. Donc là, alors, il n'y a pas de vol à votre... Non, le vol de prestation, ça c'est une notion assez... Parce que la dame, elle a payé quand même la prestation de surveillance. Non, oui. 20 euros le ticket d'entrée, elle a payé un service. Oui, vous pourriez éventuellement plaider la nullité du contrat d'accès, mais ça ne change rien sur la responsabilité. Bon, de toute façon, elle est dans l'établissement. Attendez, elle n'a pas passé la porte avec un pied de biche pour rentrer dans l'établissement. Non, elle a payé. Elle a payé, tout à fait. Bon, pour moi, le contrat n'est pas applicable. Enfin, les règles contractuelles telles que vous les exposez n'est pas applicable parce qu'un des éléments constitutifs essentiels du contrat, en l'espèce qui est la sécurité qui se traduit par la surveillance obligatoire, n'existe pas. Donc le contrat n'existe pas. Voilà. Donc si ça n'existe pas, c'est la responsabilité de substitution, la quasi délictuelle qui va s'appliquer. Le juge va dire qu'il n'y a pas de contrat puisqu'il n'y a pas de contrepartie au contrat. Donc c'est la quasi délictuelle qui va s'appliquer. Quasi délictuelle, j'ai 1382, 1383, je m'en ai expliqué tout à l'heure. Je vais prendre 1382. C'est-à-dire, est-ce que c'est une conduite de bon père de famille de ne pas avoir assuré l'application des textes? Condamnable. Bon, mais j'ai 1383 aussi. Est-ce que c'est une négligence, une imprudence? C'est les deux à la fois, bien entendu. Et puis au pénal. Mais au pénal, pour moi, c'est la voie royale. Puisque l'infraction pénale est caractérisée dès lors qu'il y a un non-respect des obligations prévues par la loi et le règlement. Bingo. Et je ne connais pas votre particulier. Avant de juger le cas de Royan à main levée,
On va peut-être prendre des questions qui seront moins particulières et peut-être plus générales pour faire avancer les choses. Donc, monsieur, puis son voisin, et puis on prendra une dernière question si quelqu'un souhaite prendre la parole. Une question d'ordre général. Gérard Gallet, pour rebondir à ce qu'a dit notre ami canadien ce matin, il a parlé de l'interdiction de téléphone portable au bord des piscines. Est-ce qu'on a une jurisprudence? Est-ce qu'on a une évolution de 60 sur les piscines françaises? Deuxième petit. Je réponds à ça. Si je voulais c'est très bref. À ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence se rapportant proprement au téléphone. Mais c'est une application mécanique des conséquences de la loi de 51, bien entendu. L'obligation de surveillance doit être constante. Excusez-moi, c'est quand on téléphone. Donc à partir de là, donc interdiction de téléphoner quand on est surveillance. Voilà. Est-ce qu'on voit dans d'autres sports l'apparition, l'émergence de normes de type AFNOR? Est-ce que dans le futur, on va voir l'utilisation des postes pour voir apparaître des normes AFNOR pour les piscines? Est-ce qu'on peut penser ça? Oui, c'est possible. Mais la norme AFNOR, comme les normes ISO, etc., on peut les créer. Il suffit que des partenaires soient d'accord pour organiser une norme. Mais pour l'instant, bon, il y a des normes concernant les piscines familiales, mais concernant l'organisation des baignades ouvertes au public, un paiement, qu'elles soient privées ou publiques, je ne connais pas de normes. Peut-être que je ne les connais pas. Concernant l'organisation de la sécurité, voilà. Alors maintenant, il y a des normes concernant les équipements. Vous savez, merci. Nous, on s'appuie sur la loi qui nous oblige à avoir le poste. Les normes ne sont pas des lois. On n'a pas, je pourrais préciser ça, ça peut venir quelque part quand il y a un fossé compte en disant quand même, vous avez prévu, ne s'applique pas. Non, vous avez raison. La norme n'est pas norminative, c'est-à-dire qu'elle n'est pas créatrice de droit. Mais une norme, c'est aussi un acte contractuel. Et évidemment, si vous passez un acte contractuel et que vous commencez par ne pas le respecter, donc à ne pas respecter la norme, c'est pas très bon. Voilà. Monsieur. Justement, merci d'avoir posé cette question parce que c'était en relation complète avec la mienne. Je crois que M. Jean-Claude Kranga est encore dans la salle. Quand il est absent, on retrouve toujours d'or. Ça concerne son intervention sur la norme 15, donc 258-2. Alors, ce que nous a pas dit M. Jean-Claude Kranga, ou alors je n'ai pas attentionné à ce moment-là, c'est que, semble-t-il, cette norme prévoit son minimum. Excusez-moi. Je vais revoir ma fille. Non, j'étais en train de dire que quand vous avez fait votre intervention, il ne me semble pas avoir entendu que la norme, à son minima, ne prévoyait pas de dispositif de surveillance. Effectivement, dans ces cas-là, il est prévu, j'ai bien entendu et j'aurais dû m'en réjouir, puisque ce matin, j'ai été un de ceux qui a mis en avant que je ne comprenais pas au niveau du syndicat national professionnel des ménages dans ce secteur, nous ne comprenons pas qu'on fasse une distinction dans la sécurité qui est proposée, suivant si on paye l'accès, ou suivant si on n'en paye pas. Donc c'est vrai que j'aurais dû me réjouir au premier titre de vos commentaires, puisque effectivement là, on vise la sécurité, l'analyse du risque, et ça c'est une vision très intéressante, puisqu'on s'intéresse à l'essentiel. Pour autant, je reste un petit peu déçu par rapport à cette norme qui prévoit, si jamais on l'appliquait, mais bon, elle est inapplicable pour les faits, puisqu'on a la loi de 51 qui nous oblige, qui est transférée dans le code du sport, parce qu'elle était abrogée, qui oblige à ce qu'il y ait une surveillance constante dans les piscines publiques, ouvertes publiques et accès payant. Donc la norme, vous étiez en train de dire, à partir du moment où on dit qu'on est dans un poste qui respecte la norme, parce qu'il y en a qui sont déjà visés à faire ça, parce que justement ils ont suivi diverses formations ces gens sont repartis, donc ces professionnels sont repartis de ces formations dans l'idée, je rentre chez moi j'applique la norme telle quelle, et voilà, le problème c'est que la norme, ça il y a eu des réponses parlementaires là-dessus, elle n'est pas applicable telle quelle, parce qu'elle va sur un certain point, notamment sur l'obligation de surveillance des publics, elle est inférieure au droit français.
Donc, moi, ça me pose souci parce que c'est vrai qu'on a envie de l'appliquer, cette norme, mais en même temps, on ne peut pas l'appliquer. Alors, quel est l'intérêt d'en parler? Attention, c'est pas parce qu'il y a une norme que le droit français va s'inclure dans la norme. La norme n'est pas un texte, vous savez, il y a une hiérarchie des textes. Hein, bon, il y a d'abord la Constitution, le traité, les lois organiques, etc., les règlements, les lois de l'article 34, le règlement de l'article 37, etc. Bon, et la norme n'apparaît pas justement dans cette hiérarchie des normes. Donc, ça vaut zéro. Hein, comme ça, de manière pédagogique, c'est le débat. Quoi. Bon. Ça ne peut pas prendre, en toute hypothèse, c'est nécessairement un texte inférieur à un décret. Quelle est la nature de c'est un arrêté, je pense que ça doit être ça. 98. Un arrêté. Bon. L'arrêté, de toute façon, alors, dans la hiérarchie de nos normes de droit, parce que quand on parle de normes, c'est un peu compliqué, parce qu'on trouve le mot norme un petit peu à tous les étages. Bon. Dans la hiérarchie des normes de droit, les normes NF et autres n'apparaissent pas. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Qu'il y ait une norme européenne qui soit inférieure aux dispositions françaises, alors là, ça c'est très clair. Hein. Je le dis tout haut, bien entendu, c'est les dispositions françaises qui s'appliquent. Hein. La norme reste qu'un élément de référence à minima, et si on veut en mettre plus, pas de problème. Par contre, ça serait embêtant si l'État français faisait moins de normes. Ça pourrait poser un petit difficulté. Mais c'est pas grave. Je peux faire quelques petites remarques. Pascal m'a demandé d'intervenir sur la norme. Vous avez vu, j'ai vite glissé parce que je suis revenu très rapidement sur les postes parce que je faisais ça. Deuxième chose, dans la norme, et par exemple, il a dit des choses qui vont faire bondir, c'est qu'on peut surveiller un bassin à partir de 16 ans. Des choses comme ça. Donc, on est bien d'accord. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, le droit français et la redécouverte, la relecture attentive d'un an, certain an du droit français montre qu'en fait on est très en avance en matière de management des risques par rapport à un certain nombre d'autres pays européens. L'intérêt de la norme, c'est ce que je vous dis ce matin, ce qui est intéressant, c'est qu'elle oblige un plan de prévention des risques. Et donc, elle a une vertu pédagogique dans la mesure où, enfin en tout cas en ce qui me concerne, elle a éveillé ma curiosité sur le fait qu'elle a parlé de management, enfin de gestion des risques, plus que de sécurité comme on fait habituellement. Et cette notion de gestion des risques, c'est une notion qui est communément partagée par tout le secteur industriel, productiviste, et qui a beaucoup de vertus pédagogiques. Parce que je pense qu'on peut autant parler des risques, autant parler de l'organisation de la sécurité, c'est compliqué. Quoi. On est des techniciens, il y a de l'ingénierie du management des risques. Donc en fait, c'est des choses c'est un champ de compétences qui est nouveau dans les piscines et qu'on pourrait, moi je pense, et c'est ce que j'essaie de démontrer ce matin, s'approprier de façon utile, je suis ravi. Voilà. Et c'est une façon de répondre à toutes les inquiétudes qu'on a en disant est-ce que je sais répondre, le fait de répondre au texte, c'est pas suffisant. Si on regarde la texte, si on les relie d'une certaine façon difficile de faire partager, on s'aperçoit que derrière on peut faire du management des risques et du coup on peut s'approcher de la limitation maximum possible. Je vais donner une recette. C'est de la recette. Bon. Et après, quand vous avez des textes qui paraissent contradictoires, c'est pas trop ce qu'elle a expliqué, parce que il y a des textes, un décret qui dit ça, il y a la loi qui dit le contraire, l'arrêté qui dit le contraire de la loi. Bon, c'est très compliqué. Non, c'est une simplicité publique. Il faut passer par ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. La loi, enfin, l'arrêté ne peut pas être contraire au décret, le décret ne peut pas être contraire à la loi contraire à la Constitution, etc. Donc, si vous avez une rivalité, il faut pas vous prendre la tête. Hein, vous regardez le niveau. C'est quoi? C'est un arrêté. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit tout un tas de choses. Et puis à côté, vous avez une loi qui dit l'inverse. Là, on regarde la hiérarchie des normes. Non, je prends dans ce mot avec prudence. Les textes, c'est la loi qui va s'appliquer. Le décret, bien entendu, s'inscrit dans la loi. Bon, mais tout ça, c'est des mécanismes que les juristes possèdent bien entendu. Mais à ce sujet, il y a un débat à l'Assemblée nationale. L'un des ministres à l'époque avait dit qu'on n'appliquera jamais la norme contre justement l'arrêté. Il y a un débat à l'Assemblée nationale. Merci de ces entretiens.